Bienvenue à la Cour supérieure de Chula Vista, où la juge Patricia Garcia préside le procès de Darla Jackson, une jeune femme de 25 ans qui a poursuivi et renversé un marin américain lors d'un incident de rage au volant. Le marin a été grièvement blessé et son décès a été constaté à l'hôpital. 39 ans, premier maître de la marine. Darla Jackson a été vue au tribunal la tête baissée et en larmes lors de sa mise en accusation. Elle a continué à trembler et à pleurer pendant la procédure. Darla a déclaré qu'elle regrettait profondément tout ce qui s'était passé et que cela s'était mal terminé pour toutes les personnes impliquées. La mère d'un enfant conduisait une Nissan Altima lorsqu'elle a eu une altercation avec Zach Buo qui circulait à moto. Après avoir fait des gestes de la main et donné des coups de pied sur le côté de sa voiture, Darla s'est mise à le poursuivre et a fini par le percuter par derrière à toute vitesse. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal et qu'elle voulait simplement obtenir les détails de sa plaque d'immatriculation, mais certains témoins oculaires ont estimé qu'il s'agissait d'un geste intéressant. Cependant, son avocat, Stephen Klein, n'est pas du même avis. Il a déclaré « Sur les lieux de l'accident, plusieurs voitures se sont arrêtées. Sur les lieux de l'accident, plusieurs voitures se sont arrêtées le long de l'autoroute pour évaluer les dégâts causés et aider la victime, alors même que les premiers secours s'occupèrent de Zach pour tenter de lui sauver la vie. » Des témoins oculaires ont confirmé que Darla avait poursuivi la victime, qui roulait en moto devant elle, avant que l'accident mortel ne se produise. Cette vidéo prise par le téléphone portable d'un passager quelques minutes avant l'accident confirme les récits des témoins oculaires. Darla poursuivait la moto avant de la percuter par l'arrière. Un témoin présent sur les lieux de l'accident a été interrogé et a fait part de son témoignage au tribunal. Voici ce qu'il a déclaré. Pendant ce temps, une foule de motards était présente à l'extérieur de la salle d'audience pour protester contre l'incident et demander que justice soit rendue à Zach Buo. La famille de Zach Buo s'est également exprimée avec passion sur la perte de leurs proches et a demandé que le tribunal prononce la peine maximale pour ce crime. Après la condamnation, le père de Zach a déclaré qu'il ne pensait pas que justice avait été rendue. Lorsque le juge a prononcé la peine de 6 ans, Darla Jackson a fondu en larmes. Elle sanglote bruyamment, tremble et se penche en avant à la lecture de la sentence. Le juge a déclaré qu'il n'y avait pas assez de preuves pour prouver qu'elle avait délibérément écrasé Zach, mais il a estimé qu'elle méritait tout de même de passer un certain temps en prison pour ses actes. Elle a été condamnée à 6 ans de prison dans un établissement pénitentiaire pour femmes. Bienvenue au tribunal du comté d'Arapahoe, où le procureur George Brauchler préside le procès d'Isabella Guzman, l'adolescente de 18 ans devenue virale sur TikTok pour avoir tué sa mère. Isabella Guzman a été inculpée du meurtre au premier degré de sa mère, Yoon Mi-hoi, âgée de 47 ans. Les vidéos d'Isabella Guzman diffusées au tribunal ont fait froid dans le dos, car elle regardait souvent la caméra en face, faisait des gestes bizarres et souriait de temps en temps. Pourtant, elle a étonnamment gagné en popularité sur TikTok, des myriades de personnes suivant son compte et affirmant qu'elle avait dû commettre le crime à cause de quelque chose de terrible qui lui avait été fait. Son histoire, qui remonte à l'enfance, ne justifie cependant pas qu'elle ait sauvagement poignardé sa mère, lui infligeant plus de 70 coups de couteau. Les enquêteurs ont continué d'enquêter sur l'affaire, l'interrogeant intensivement, mais s'exaspérant apparemment de son comportement insaisissable. Elle a continué à nier qu'elle était l'auteur du crime ou qu'elle avait tué sa mère. Devant le tribunal, elle a plaidé la folie, représentée par ses avocats, affirmant qu'elle pensait tuer une autre femme et sauver le monde. Isabella a déclaré qu'elle n'avait aucune idée que la femme qu'elle avait poignardée à plusieurs reprises était en fait sa propre mère. Bien entendu, cette affirmation a semblé absurde à beaucoup, en particulier à Ryan Hoy, qui était marié à Yoon Mi-hoi au moment de l'incident. Il a déclaré qu'Isabella avait menacé sa mère à plusieurs reprises et qu'elles avaient souvent des altercations et des disputes. La veille de l'incident, elle avait écrit une note à sa mère disant « Tu vas payer ». Ryan s'est souvenu des événements de cette nuit-là lors d'une interview. Il a décrit les événements qui ont précédé cette nuit et la façon dont elle s'est déroulée. Ryan se trouvait dans le salon lorsqu'il a entendu les cris terrifiants de sa femme. Elle lui avait dit qu'elle montait prendre une douche, mais malheureusement, c'était la dernière fois qu'il la voyait vivante. Le temps qu'il monte à l'étage, du sang coulait sous la porte et il a couru en bas pour appeler les secours. Isabella avait poignardé sa mère 48 fois dans le cou et 31 fois au visage. Monsieur Ryan a déclaré que lorsqu'Isabella a fini par ouvrir la porte, elle est passée devant lui comme s'il n'était pas là. Sa femme était allongée sur le sol, couverte de sang, et elle ne respirait plus. Par ailleurs, une vidéo récente montre Isabella déclarant qu'elle a commis le crime en raison d'une maladie mentale. Alors que le juge lisait la sentence d'Isabella, celle-ci a continué à regarder étrangement autour d'elle avant de fixer la caméra et de pointer ses yeux. Le procureur George Brauchler a déclaré « Nous punissons les personnes qui décident de commettre un crime en raison d'une maladie mentale. Nous punissons les personnes qui prennent la décision de faire le mal alors qu'elles étaient mieux informées et qu'elles auraient pu agir différemment.
Et dans ce cas particulier, je suis convaincu, sur la base des preuves que j'ai vues et des informations qui ont été présentées au tribunal, que cette femme ne savait pas distinguer le bien du mal et qu'elle n'aurait pas pu agir autrement qu'elle ne l'a fait, compte tenu de l'importante schizophrénie et des délires paranoïaques, des hallucinations audibles et visuelles qu'elle subissait. J'en étais convaincu et j'ai estimé que, dans l'intérêt de la justice, je devais prendre ces mesures. Elle a été déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale. Bienvenue au tribunal du comté de Nassau, où le juge James Daniel préside le procès de Kimberly Kessler, une femme de 50 ans qui a tué sa collègue et fait disparaître son corps à jamais. Kimberly Kessler a été inculpée pour le meurtre au premier degré de Jolene Cummings, 34 ans, mère de 3 enfants. Jolene Cummings a été portée disparue en mai 2018, et la police a entamé de vaines recherches avant de réaliser qu'elle avait été tuée par sa collègue, une femme dangereuse en fuite depuis 2 décennies et demie. Jolene était censée aller chercher ses enfants chez son ex-mari, mais ne s'est jamais présentée, ce qui a éveillé les soupçons quant à ses allées et venues. Lorsque la police a contacté Kimberly, croyant qu'elle était la dernière personne à avoir vu Jolene, elle a donné des excuses pour ne pas se présenter et a refusé d'aller travailler. Au tribunal, Kimberly a eu un comportement typique de Karen, faisant des crises de colère et criant pendant la procédure. Elle s'est montrée totalement indifférente et non coopérative, et a dû être confinée dans une pièce séparée à un moment donné, alors qu'elle suivait le procès, via un lien vidéo. Dans une tentative malveillante de se faire exempter du procès, Kimberly Kessler s'est lancée dans une cure d'amaigrissement, perdant énormément de poids. Elle est apparue dans la salle d'audience extrêmement émaciée et a dû être amenée en fauteuil roulant. Les rapports indiquent qu'elle est passée de 196 livres à seulement 74 livres. Le juge n'a cependant pas tenu compte de ses crises de colère et a estimé qu'elle était mentalement apte à participer au procès. Les crises de colère ont continué. Lorsqu'elle a refusé de se taire et de permettre à la procédure de se dérouler sans heurts, on lui a demandé de sortir de la salle d'audience en fauteuil roulant. Pendant qu'on l'emmenait, elle a continué à parler à tue-tête. Ces accusations ont été examinées, mais se sont révélées fausses et sans fondement. Il semble qu'elle souhaitait simplement pouvoir se représenter elle-même devant le tribunal. Les officiers de police avaient également beaucoup à dire sur son comportement dans la prison, affirmant qu'elle refusait violemment de manger, qu'elle se déshabillait, qu'elle étalait des excréments sur les murs et qu'elle en lançait même sur les fonctionnaires de la prison. Les audiences se sont déroulées sans que Kimberly ne soit physiquement présente dans la salle d'audience. Ces tentatives désespérées d'entraver l'état de droit ont échoué. Des éléments ont été présentés prouvant qu'elle avait bel et bien tué sa collègue, Jolene. L'historique de ces recherches a montré qu'elle avait cherché collègue coupable de meurtre, personne disparue, corps non retrouvé, avant l'incident. Et Jolene Cummings, pas de corps, pas de crime. La sentence a été prononcée par le juge James H. Daniel. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bienvenue à la Vista Superior Court, où Diana Lovejoy est jugée pour avoir comploté le meurtre de Greg Mulvihill, le mari dont elle était séparée. Le juge Sim von Kalinowski préside l'affaire. Diana Lovejoy, 45 ans, a été inculpée de complot en vue de commettre un meurtre. Au tribunal, Diana Lovejoy n'a montré aucune émotion, alors même que son ex-mari témoignait des événements déchirants qui se sont produits lorsqu'il a été attiré dans un piège mortel par sa femme et un complice, son instructeur en maniement des armes à feu. Avant le crime, Diana avait signalé au service de protection de l'enfance que son mari l'avait agressée sexuellement et qu'elle soupçonnait qu'il agressait leur fils de 3 ans. Cette affaire a été portée devant le tribunal, mais les preuves ont montré qu'elle était considérée comme fausse. La vérité, c'est que Diana voulait simplement être celle qui sortirait du divorce avec tout ce qu'elle possédait. Elle ne voulait pas payer à Greg, son ex-mari, sa part de 120 000 $ d'une maison qu'ils possédaient en commun et ne voulait pas non plus partager la garde de leur unique enfant. Elle a donc décidé que la meilleure solution était de l'expulser. Cependant, elle a continué à nier ces faits avec son complice. Mac David Jr. a également déclaré que s'il avait vraiment voulu tuer Greg, il serait déjà mort. Heureusement, Greg n'était pas seul au moment de la fusillade. Il était avec un ami qui a rapidement appelé les secours. En un rien de temps, il a été examiné par des médecins qui ont constaté que la balle avait à peine manqué son cœur. Un peu plus près, et Greg Mulvihill serait mort. La patrouille de police est restée sur place, craignant qu'un tireur aléatoire ne soit à l'affût de nouvelles victimes, jusqu'à ce qu'elle ait vent de la situation réelle. On a découvert que Diana avait payé 1 000 $ à McDavid pour qu'il tue son mari. Il l'a attiré dans la région en lui disant qu'il avait des informations qui pourraient l'aider à résoudre les conflits dans son affaire de divorce et à obtenir tout ce à quoi il avait droit. Mais lorsque Greg est arrivé, McDavid était quelque part dans les buissons, avec son arme montée et prête à tirer. Lorsque Greg et son ami l'aperçoivent, il est déjà trop tard. Des coups de feu ont été tirés et Greg Mulvihill est gravement touché.
Alors qu'ils appelaient le 911, Greg a perdu connaissance. Lorsque le juge a lu la sentence de 26 ans, Diana Lovejoy a regardé son avocat en état de choc, puis s'est effondrée sur sa chaise, tandis que les membres de sa famille commençaient à crier pour qu'on l'aide. La salle d'audience a été immédiatement évacuée et des secouristes ont examiné Diana avant qu'elle ne soit transportée à l'hôpital sur une civière. Diana Lovejoy passera les 26 prochaines années en prison. Bienvenue au tribunal du comté de Douglas, où le juge Robert G. James préside le procès de Sahara Tabriz Fakir, une femme de 32 ans qui a fait irruption dans la maison d'un homme d'affaires de 66 ans, mari, père et grand-père, et l'a attaqué mortellement. Sahara Tabriz Fakir a été inculpée au tribunal pour le meurtre au premier degré de Jerry Wheeler, 66 ans. Sahara a été retrouvée et appréhendée environ un mois après avoir commis ce crime ignoble. Peu après, elle s'est présentée au tribunal pour sa première comparution afin d'être informée de ses droits et de prendre connaissance des charges retenues contre elle. Et cela a commencé sur une note très bizarre. Le comportement de Karen est tout à fait remarquable. Tout le monde dans le tribunal était abasourdi par les propos étranges qu'elle tenait en réponse aux questions posées par le juge. Le juge, cependant, est resté calme et n'a pas été perturbé en continuant à répondre à ces questions. Lorsqu'on lui a dit qu'elle pouvait s'adresser au bureau de l'avocat commis d'office pour obtenir un avocat, elle a ignoré ce conseil et a exigé d'être libérée. Elle a continué à qualifier le palais de justice de diabolique et les autres personnes de mécréantes, affirmant qu'une forme de punition et de vengeance leur serait infligée. Elle a même désigné Allah comme son avocat et a déclaré qu'il la défendrait en parlant à travers elle. On soupçonne qu'elle faisait référence à un incident survenu en 2009, au cours duquel elle avait eu une altercation avec son agent de probation, menacé de lui trancher la gorge, menacé de tuer un adjoint et détruit des biens de la prison. Mais le juge continue. Le juge l'a également informé qu'elle n'obtiendrait pas de caution. À cela, elle a demandé à plusieurs reprises pourquoi, adoptant une attitude de défi. Sahara Tabriz Fakir a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans un établissement pénitentiaire pour femmes.